Près de 3000 morts. Un pays tout entier qui sombre dans le chaos. Les attentats du 11 septembre 2001 font basculer la planète dans la terreur. Face à l'horreur de ces attaques, le peuple américain réalise qu'il n'est pas intouchable et que même la toute-puissante CIA, les services de renseignement du pays, n'a pas réussi à les protéger. Nous avons en quelque sorte trahi la confiance du pays. Frappés en plein cœur, les États-Unis veulent se faire justice et traquer ceux qui ont osé les attaquer. Le nouvel ennemi public numéro 1 se nomme Oussama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda, l'organisation terroriste responsable du 11 septembre. Nous voulions riposter contre ces ennemis qui nous avaient frappés si violemment et nous venger de ceux qui avaient tué autant de gens. Pour beaucoup d'entre nous, c'est devenu une affaire personnelle. Pour la première fois, la CIA a accepté de révéler comment elle a réussi à retrouver Oussama Ben Laden. Nous avons enfin un moyen d'infiltrer Al-Qaïda. Une traque longue de près de 10 ans qui a nécessité la mobilisation de centaines d'agents et des moyens de surveillance ultramodernes. Nous recevions beaucoup de fausses alertes qui venaient du monde entier. La conduite d'opérations secrètes en Afghanistan, en Jordanie ou au Pakistan. C'est le secret le mieux gardé de mes 33 ans de carrière à la CIA. Et l'utilisation de méthodes d'interrogatoire dénoncées aujourd'hui, car étant assimilables à de la torture. Nous augmentions la pression jusqu'à ce qu'ils acceptent de coopérer avec nous, jusqu'à ce qu'ils deviennent obéissants. Grâce à des reconstitutions et à des images de synthèse, vous allez découvrir les moments clés des 10 ans de la traque d'Oussama Ben Laden et vivre de l'intérieur, aux côtés des commandos, le déroulement détaillé de l'assaut qui a conduit à son assassinat et qui aurait pu se terminer en catastrophe. Malgré tout ce qu'on avait fait pour que tout soit parfait, quelque chose de grave était en train d'arriver. Voici l'histoire de la traque du terroriste le plus recherché de la planète par l'une des organisations les plus secrètes et les plus puissantes au monde, la CIA. Nous parlons maintenant parce que l'histoire doit être racontée par ceux qui ont été directement impliqués dans la traque de Ben Laden. Ce moment d'histoire doit être restitué tant que tout le monde est encore là pour le faire. Nous sommes le 1er mai 2011, sur une base aérienne située dans l'est de l'Afghanistan. Une équipe de 23 commandos américains, des troupes d'élite du SEAL Team 6, s'apprête à partir pour l'une des opérations clandestines les plus dangereuses de l'histoire des États-Unis. La cible, Oussama Ben Laden, leader d'Al-Qaïda, terroriste le plus recherché de la planète. Les commandos vont donner l'assaut sur une maison située à 300 km de distance, en plein cœur d'un quartier résidentiel de la ville pakistanaise d'Abbottabad. À ce moment de l'opération, ils n'ont aucune certitude sur la présence d'Oussama Ben Laden à l'intérieur de la maison. L'opération, ultra secrète, a été ordonnée par le président Barack Obama lui-même. Elle est l'aboutissement d'une enquête longue et complexe, conduite par la CIA, les services de renseignements américains. Ce sont eux qui ont dirigé la traque d'Oussama Ben Laden. Elle a débuté près de 10 ans auparavant, lorsque le monde a été plongé soudainement dans l'horreur le 11 septembre 2001. Ce jour-là, l'Amérique est frappée par l'attaque terroriste la plus sanglante de son histoire. Des terroristes détournent 4 avions de ligne. 2 d'entre eux frappent les tours du World Trade Center à New York. Un autre percute l'aile ouest du Pentagone. Et le 4e s'écrase en Pennsylvanie. Le président américain George W. Bush, alors en visite dans une école en Floride, est immédiatement évacué vers l'avion présidentiel. J'étais dans son bureau à bord de Air Force One. Le président m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé « Michael, dis-moi qui a fait ça ?» Je lui ai répondu « Monsieur le Président, je n'ai encore reçu aucune information sur les auteurs de ces attentats, mais je vais vous donner mon avis personnel. Il y a quelques pays qui ont la capacité de faire ça, comme l'Iran ou l'Irak. Mais je ne pense pas que l'un ou l'autre ait quelque chose à gagner à commettre un tel attentat.
Je pense que l'enquête nous conduira directement à Al-Qaïda et à Oussama Ben Laden. Quelques heures plus tard, la liste des passagers de l'un des avions révèle la présence à bord de 3 membres connus d'Al-Qaïda, une organisation terroriste dirigée par Oussama Ben Laden et son numéro 2, Ayman al-Zawahiri. Al-Qaïda existait depuis la fin des années 1980. C'était une émanation de la guerre contre les soviétiques en Afghanistan, lorsqu'un groupe de guerriers musulmans était venu aider les Afghans à les libérer de l'occupation russe. Et de ce conflit est née une petite cellule radicalisée, dirigée par Oussama Ben Laden, qui est devenue un mouvement international. Issu d'une grande famille d'Arabie Saoudite, très proche du roi, Oussama Ben Laden est riche, très riche. Il décide de financer lui-même son organisation pour semer la terreur chez ceux qu'il considère comme les ennemis de l'islam, les pays occidentaux et en particulier les États-Unis, responsables selon lui de l'oppression du peuple musulman, notamment en Palestine ou au Liban. Al-Qaïda parvient à frapper une première fois les États-Unis en 1993, lorsqu'une bombe explose sous le World Trade Center. 5 ans plus tard, 2 attaques simultanées détruisent les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Et en 2000, une attaque suicide au Yémen est lancée contre le destroyer USS Cole. À l'époque, la CIA avait déjà placé Al-Qaïda sous surveillance pour tenter de déjouer les menaces que l'organisation faisait peser sur le pays. Les analystes ont conclu qu'un jour viendrait, mais que ce jour n'était pas encore arrivé, où ils seraient en mesure de frapper les États-Unis, de tuer des milliers d'Américains et qu'on ne pourrait strictement rien y faire. Leur objectif était d'attaquer les États-Unis et de les détruire. Le plan était assez grandiose, n'est-ce pas? C'était comme un univers terroriste en pleine expansion. Leur propagande et leur campagne de recrutement étaient très efficaces. Les recrues venaient du monde entier, y compris des États-Unis, de Grande-Bretagne, de France. Nous avions le sentiment qu'un train était lancé à grande vitesse et nous fonçait dessus. On se préparait à ça. On s'y attendait en fait. Pour nous, il ne s'agissait pas de savoir si ça allait arriver, mais quand ça allait arriver. Malgré ces tentatives d'alerter les membres du gouvernement et du Congrès sur la menace d'une attaque terroriste sur le sol américain, la CIA ne parvient pas à déjouer les attaques du 11 septembre. Nous avions prévenu le gouvernement au cours de l'été 2001 que Al-Qaïda était en train de préparer quelque chose. Mais découvrir précisément quelle était la menace, quand et où il frapperait, nous n'avons pas réussi à le faire. Nous avons en quelque sorte trahi la confiance du pays. Pour nous, officiers de la CIA, c'était une humiliation. Ce fut un moment très douloureux, non seulement parce que le pays avait été attaqué, mais aussi parce que la CIA avait été incapable de l'empêcher. Nous voulions riposter contre ces ennemis qui nous avaient frappés et nous venger de ceux qui avaient tué autant de gens. Pour beaucoup d'entre nous, c'est devenu une affaire personnelle. Au lendemain des attentats, le président Bush réunit ses plus proches conseillers à la Maison-Blanche. Il veut lancer une riposte immédiate contre ceux qui ont osé frapper les États-Unis. Il doit décider qui dirigera la réponse américaine à l'attaque d'Al-Qaïda et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour traquer le chef de l'organisation et nouvel ennemi public numéro 1, Oussama Ben Laden. Le président fait le tour de la table et demande « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et personne ne sait quoi répondre à part la CIA. Nous étions prêts à partir et personne d'autre ne l'était. 2 hommes présentent le plan de la CIA au président. George Tenet, directeur de la CIA, et Cofer Black, directeur du Centre du contre-terrorisme. Leur stratégie est d'envoyer une poignée d'officiers de la CIA en Afghanistan, pays dirigé à l'époque par les talibans, des fondamentalistes islamistes, et où les membres d'Al-Qaïda ont trouvé refuge. Leur mission serait de convaincre les soldats de l'Alliance du Nord, opposants au régime, de se battre aux côtés des États-Unis et de les aider à traquer Oussama Ben Laden.
Nous devions convaincre le président que nous pouvions réussir. Nous ne sommes qu'une agence de renseignement civil. Nous ne sommes pas exactement connus pour mener la contre-attaque de notre pays dans un coin reculé du monde contre un ennemi retranché. Le rapport de force devait être de 400 contre 1. J'ai insisté sur le fait que ce ne serait pas une opération sans risque. Mais que quand nous en aurions terminé, nos ennemis auraient des mouches qui voleraient dans leurs orbites. Je devais absolument m'assurer qu'ils comprennent qu'il y aurait des victimes. Que beaucoup de gens allaient mourir. Il m'a regardé pendant une dizaine de secondes et il m'a demandé « Coffer, peux-tu vraiment réussir ?» Je lui ai répondu « Il n'y a aucun doute dans mon esprit. » Il m'a dit « C'est ce que je voulais entendre. Vas-y, fonce. » La direction des opérations, qui supervise les campagnes secrètes les plus sensibles de la CIA, doit recruter ceux qui vont conduire cette mission à haut risque. Deux jours après les attentats du 11 septembre, la CIA installe un quartier général à Langley pour cette mission top secrète. 7 membres sont sélectionnés pour faire partie de l'équipe baptisée Jawbreaker et placée sous l'autorité du Centre du contre-terrorisme. Les chefs d'équipe sont Gary Schreun, l'un des meilleurs experts de l'Afghanistan de la CIA, et Phil Reilly, ancien membre des forces spéciales, l'un des officiers paramilitaires les plus respectés de l'agence. Gary Schreun parlait la langue de la région. Il était déjà allé plusieurs fois en Afghanistan et avait déjà eu des contacts avec des membres de l'Alliance du Nord. Nous avons ensuite choisi les autres membres de l'équipe, dont le meilleur médecin et le meilleur spécialiste des transmissions de la CIA. En plus du matériel et de la nourriture, les membres de la mission seront équipés de fusils d'assaut AK-47, de pistolets automatiques de 9 mm et amèneront avec eux 3 millions de dollars en petites coupures, emballés dans 3 cartons. L'argent sera utilisé pour recruter leurs futurs alliés une fois sur place. Après une dernière réunion à Camp David avec son Conseil de sécurité nationale, le président Bush donne son feu vert au plan de la CIA et déclare la guerre à Al-Qaïda et au régime taliban. Au QG de la CIA, les 7 membres de l'équipe Jawbreaker se préparent à partir. Aucun d'eux n'était nerveux. Avant de partir, ils se sont assurés que leur formulaire d'assurance et leur testament étaient à jour. Il n'y a eu ni soirée d'adieu, ni discours d'avant-départ. Ils sont partis comme ça et ils sont allés faire ce qu'ils avaient à faire. Nous nous sommes d'abord rendus en Allemagne et de là, nous sommes allés à Tachkent en Ouzbékistan, puis Dushanbe au Tadjikistan. Nous avons utilisé un hélicoptère soviétique. C'était le seul appareil dont nous disposions et il avait déjà été utilisé pour aller en Afghanistan. La CIA peut infiltrer des officiers de différentes manières et on aurait pu en choisir une autre, mais cet hélicoptère était parfait. Il y avait un grand réservoir supplémentaire de carburant et on a pu y charger notre matériel, y compris les 3 millions de dollars que nous avions apportés avec nous. À peine 2 semaines après le 11 septembre, l'équipe part vers sa destination finale, l'Afghanistan. Nous avons dû passer au-dessus du col d'Anjuman à plus de 4400 mètres d'altitude. C'était un énorme hélicoptère. Nous avons tous poussé un soupir de soulagement après avoir franchi ce col avant de descendre enfin vers la vallée du Panjshir. L'un des avantages de voler dans un hélicoptère russe était que les talibans avaient eux aussi des appareils russes. En arrivant, nous avons survolé une patrouille de talibans. Ils nous ont regardés et je pense qu'ils se sont dit « On ne sait pas à qui appartient cet hélicoptère ». Si ça avait été un appareil américain, ils auraient immédiatement fait feu. Mais ils ne nous ont pas tiré dessus, heureusement, et on a pu continuer. À peine débarquée au milieu de la vallée du Panjshir, l'équipe commence sa mission.
rencontrer et recruter de nouveaux alliés contre les talibans et financer les combats sur place. L'Alliance du Nord avait besoin de fonds pour conduire ses activités et c'est à ça qu'allait servir l'argent. Nous étions aussi en contact avec d'autres alliés afghans avec lesquels nous pensions pouvoir traiter. Les Ouzbeks ou les Pashtuns au sud. Notre message était « Vous faites à présent partie de notre équipe et vous allez devoir accepter que du personnel de la CIA et de l'armée américaine fasse maintenant partie de vos troupes. » À présent que la CIA a ouvert la voie, l'armée américaine déclenche la deuxième étape de l'opération. Pour se battre aux côtés des soldats de l'Alliance du Nord, le commandement américain choisit d'envoyer sur place le 5e groupe des forces spéciales, les Bérets Verts, spécialisés dans les opérations anti-guérilla au Moyen-Orient et en Asie centrale. Ma mission était de détruire le régime des talibans et de faire en sorte que l'Afghanistan ne puisse plus servir de refuge aux membres d'Al-Qaïda. C'était à la fois très excitant et assez intimidant, mais à l'époque je me disais « Waouh, c'est une vraie mission de Bérets Verts. Combien de fois on vous demandera « Allez, va renverser un pays ». Fin octobre 2001, une centaine d'officiers de la CIA et de membres des forces spéciales sont sur le terrain. Leur mission, lever une armée de soldats afghans prêts à combattre les talibans et les membres d'Al-Qaïda, aux côtés des forces américaines. Vous êtes au milieu de centaines de soldats que vous n'avez jamais vus, qui ont tous des mitraillettes ou des lance-roquettes, et vous ne savez pas si certains d'entre eux ne vont pas vouloir vous égorger, ou si tel ou tel chef de guerre ne va pas accepter une somme d'argent de Ben Laden et se retourner contre vous. On s'habillait comme des Afghans. On s'est fait pousser la barbe. Moi, je portais une couverture pour cacher mon équipement militaire. Comme ça, si vous étiez un ennemi et que vous prépariez une embuscade ou un sniper, ça vous prendrait plus de temps pour deviner qui j'étais. Ça me donnait un peu de temps pour réagir et ça augmentait mes chances de survie. En octobre, le président Bush lance l'opération Enduring Freedom et déploie la puissance de l'armée de l'air américaine dans la région. Les bombardiers et les avions de chasse se tiennent prêts à frapper toutes les positions occupées par les talibans. Au sol, les équipes conjointes des forces spéciales et de la CIA, assistées de leurs nouveaux alliés de l'Alliance du Nord, quadrillent le pays. Ils identifient les cibles une à une à l'aide de faisceaux laser pour envoyer aux avions américains les coordonnées GPS des zones à frapper. C'était un mélange de Mad Max et de Star Wars. Dans certains cas, nous étions engagés dans des combats au sol très violents, mais on disposait aussi de technologies de pointe et notre capacité à utiliser notre puissance aérienne de façon décisive et très précise était essentielle. F-14, F-16, F-15, B-52, B-1, tout l'arsenal américain disponible pour le combat pouvait larguer une bombe n'importe où. À la Maison-Blanche, Michael Morell, chargé des briefings quotidiens de George Bush sur le renseignement, informe le président de l'avancement de la mission. J'ai commencé à montrer au président ces grandes cartes militaires où on voyait les positions des forces de l'Alliance du Nord, les positions des talibans et les endroits où pouvait se trouver Ben Laden. Et je me souviens de la frustration du président face à la lenteur des événements. Le président mettait la pression à George Tenet presque tous les matins. Il lui disait « George, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos gars n'avancent pas ?» Mais une fois qu'ils ont commencé à avancer, ils sont rentrés dans les talibans comme dans du beurre. Le plan de la CIA s'avère extrêmement efficace. L'Alliance du Nord reprend une à une toutes les principales villes d'Afghanistan en à peine quelques semaines. L'opération s'est déroulée un peu comme de l'eau qui s'écoule le long d'une rivière, en fonction des endroits à frapper que nous indiquaient les équipes au sol. Un peu comme une tache qui se répand petit à petit. Une fois que les bombardements ont commencé, nos ennemis se sont évaporés. Ils se sont enfuis. Les seuls qui sont restés sont morts. Pour Oussama Ben Laden, la fin du régime taliban ne laisse plus qu'un seul endroit pour se réfugier, les montagnes. En novembre, la CIA intercepte un message radio identifiant la voix d'Oussama Ben Laden. «
provenant d'un réseau de grottes nommé Tora Bora, situé au sud de la ville de Jalalabad et à moins de 16 km de la frontière pakistanaise. Nous savions que c'était presque imprenable, mais tout le monde était super excité. C'était notre objectif ultime, attraper l'homme qui était responsable du 11 septembre. La CIA lance une opération pour poursuivre Oussama Ben Laden. Fin novembre, une poignée d'Américains, épaulés par des guides afghans, quittent Jalalabad pour accéder au sommet des montagnes qui encerclent Tora Bora. C'était les montagnes les plus escarpées que j'ai jamais vues. C'était violent. Et nous étions sur cette crête abrupte, et nous savions à ce moment-là que nous étions les Américains les plus proches de l'endroit où se trouvait Ben Laden. Notre but était d'affaiblir les forces d'Al-Qaïda et de les obliger à se terrer dans leurs grottes. On espérait que certaines grottes s'effondrent sur eux. Et on voulait localiser les endroits où ils s'étaient retranchés pour que les renforts afghans et américains aient le temps d'arriver depuis la vallée pour fouiller les grottes et tuer ou capturer tous ceux qui s'y cachaient. Au cours des 2 premières semaines de décembre, jusqu'à 100 frappes aériennes par jour sont déclenchées grâce aux informations données par les troupes au sol. Des membres des forces spéciales américaines et des combattants afghans sont envoyés en renfort pour encercler Tora Bora. Le gouvernement pakistanais déploie 4000 soldats à la frontière. Oussama Ben Laden et ses plus proches lieutenants semblent pris au piège. Mais pour le commandement américain, lancer un assaut terrestre sur Tora Bora semble extrêmement risqué. L'armée américaine n'était pas en mesure de parachuter des bataillons entiers de Marines ou de soldats pour entrer dans Tora Bora et en prendre le contrôle. Planifier une telle opération aurait pris une éternité. Et tout portait à croire que si Ben Laden était prêt à livrer son ultime bataille, les combats allaient être très sanglants et coûteraient la vie à de nombreux Américains. Pour éviter une hécatombe, le général Tommy Franks, commandant de l'opération Enduring Freedom, décide de privilégier les frappes aériennes pour tenter de décimer les membres d'Al-Qaïda présents à Tora Bora. Mais à la mi-décembre, les signaux radio d'Oussama Ben Laden s'arrêtent. Le chef d'Al-Qaïda a réussi à s'enfuir. Ils étaient là, dans cette zone très restreinte, et si vous ne les bloquez pas et que vous n'engagez pas le combat, ils peuvent s'échapper. Cela aurait été vraiment une fin élégante si nous en avions fini à cet endroit. On aurait dû le faire. Oui, ça me contrarie encore aujourd'hui. Mais que voulez-vous, je ne suis qu'un officier des renseignements, je ne suis pas un général 4 étoiles. À partir de ce moment-là, c'était fini. Il était là, et d'un coup, il n'y était plus. C'est moi qui ai dû annoncer au président que Ben Laden s'était échappé de Tora Bora. Le président m'a demandé « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ce matin ?» Et je lui ai dit que Ben Laden s'était échappé. Et il s'en est pris à moi. Et il était très en colère. Il a dit « Comment avez-vous pu laisser faire ça? Quel est votre plan pour l'attraper ?» Après l'échec de Tora Bora, les membres d'Al-Qaïda qui se cachaient avec Oussama Ben Laden parviennent à s'enfuir. Au Pakistan, en Iran et en Irak, au Yémen, en Asie du Sud-Est ou en Afrique du Nord. Coordonnée par la CIA et soutenue par les services de renseignement alliés, la nouvelle guerre contre le terrorisme devient mondiale. La structure d'Al-Qaïda était bien plus sophistiquée qu'on l'imaginait. C'était effrayant de voir ce qui était planifié et organisé. Les nouveaux arrivants dans les camps d'entraînement devaient remplir un formulaire pour expliquer ce qu'ils étaient prêts à faire et donner des détails sur leur parcours. Ils s'étaient regroupés au sein de communautés dans toute l'Europe pour trouver de nouvelles recrues qui étaient ensuite envoyées dans ces camps pour y être armées. Dans l'organisation de Ben Laden, il y avait des gens qui étaient français. Et nous, on découvrait que ces gens-là étaient prêts à l'action, et non seulement prêts, mais passaient à l'action.
Et on savait pertinemment qu'ils seraient prioritairement utilisés pour frapper leur propre pays, donc la France. Donc tous les services ont dû apprendre un métier différent de celui de l'espionnage classique. Il s'agissait de neutraliser tous les gens qui avaient pu être impliqués dans le 11 septembre, mais il fallait aussi anticiper de nouvelles actions qui pouvaient être commises à tout moment. Ça a été la naissance d'une sorte d'industrialisation des techniques antiterroristes. L'objectif était de collecter tout renseignement qui pourrait empêcher une éventuelle nouvelle attaque. Tous les services de renseignement alliés ont contribué ensemble à cet effort. En 12 mois, nous avons quadruplé la taille du centre antiterroriste. C'est devenu la plus grosse entité au sein de la direction des opérations en à peine 1 an. Nous étions armés comme jamais dans notre histoire. Notre budget a explosé et a dépassé $1 milliard. Nous devions restructurer tout le centre antiterroriste et traquer les dirigeants de Al-Qaïda les uns après les autres, où qu'ils se soient réfugiés. Pour l'administration américaine, la lutte contre ce nouvel ennemi imprévisible devient la priorité numéro 1. Les responsables de l'armée et des services de renseignement voulaient que toutes les entités du gouvernement s'impliquent en mettant en place une force opérationnelle conjointe contre les membres d'Al-Qaïda. Les agents du FBI voulaient contribuer à ça. Nous avons apporté nos compétences médico-légales, notre savoir-faire d'enquêteur, pour collecter des renseignements et traquer les cibles les plus importantes. The incident on the American Airlines flight is prompting a new FAA security directive to all airlines, ordering them to take specific precautions. Fin 2001, une deuxième vague d'attaques sur le sol américain semble imminente. Le 22 décembre, Richard Reed, membre d'Al-Qaïda, est arrêté alors qu'il tente de faire exploser une bombe cachée dans sa chaussure lors d'un vol Paris-Miami. La peur d'un nouvel attentat atteint son paroxysme. Pire, les renseignements obtenus par la CIA laissent penser qu'Al-Qaïda a mis en place un programme de fabrication d'anthrax et développe des armes de destruction massive, y compris des bombes à base de matériaux radioactifs. Le sentiment que nous avions à la fin de l'année 2001 et en 2002 était que chaque jour pouvait être celui de la prochaine attaque. Et on se disait, est-ce qu'aujourd'hui est le jour où nous allons être attaqués à nouveau ? Nous étions en guerre, il n'y a aucun doute là-dessus. Le président des États-Unis nous avait dit « Faites en sorte que cela n'arrive plus jamais ». La pression sur nos épaules était énorme. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, la CIA avait une immense responsabilité, celle d'empêcher une future attaque terroriste. Les hommes politiques, les membres du Congrès, tous leur répétaient « Quoi que vous ayez à faire, ne nous le dites même pas. Faites ce qu'il faut pour éviter qu'une nouvelle attaque ne se produise. » En mars 2002, une opération conjointe de la CIA et des autorités pakistanaises conduit à la capture d'Abu Zubaydah, un membre considéré par les services de renseignement comme important au sein d'Al-Qaïda et qui pourrait fournir des informations sur de futures attaques ou sur l'endroit où se cache Oussama Ben Laden. C'était quelqu'un que nous devions interroger nous-mêmes. Parce que personne n'allait s'occuper de notre sécurité nationale comme nous allions nous occuper de notre sécurité nationale. Il fallait mettre de côté les risques et le politiquement correct et l'interroger à l'abri des regards. Si nous l'amenions aux États-Unis, il prendrait un avocat et il serait soumis à toutes les procédures pénales. Mais nous devions obtenir des renseignements sur les plans et les intentions d'Al-Qaïda et sur les différentes attaques qui nous menaçaient. Notre intérêt n'était pas de monter un dossier pour pouvoir l'accuser d'un crime. Notre intérêt était d'empêcher un autre attentat sur le sol américain. La CIA conduit alors Abu Zubaydah dans une prison secrète. Une installation placée sous le contrôle de l'agence, mais montée de toutes pièces dans un pays étranger où les prisonniers peuvent être interrogés sans tenir compte des lois américaines. Au début,
Il nous a donné quelques informations intéressantes. Par exemple, il a confirmé que Khalid Sheikh Mohammed était bien le cerveau des attentats du 11 septembre. Mais ensuite, il s'est arrêté de parler. Il refusait de dire quoi que ce soit. Le président nous demandait « Qu'est-ce qu'il dit sur les prochains attentats ?» Il ne disait plus rien. C'est là que nous avons conçu le programme d'interrogatoire renforcé. Programme d'interrogatoire renforcé. Une liste de techniques que la CIA a le droit d'utiliser pour forcer les prisonniers à parler. Parmi elles, la manipulation diététique, les claques, la privation de sommeil, et la technique dite du waterboarding, qui consiste à verser de l'eau sur le visage du prisonnier recouvert d'une serviette pour induire une impression de noyade. Tout l'objectif était de leur faire comprendre psychologiquement qu'ils n'avaient plus aucun espoir, qu'ils ne contrôlaient plus rien, leur sommeil, leur nourriture, plus rien du tout. Et nous augmentions la pression jusqu'à ce qu'ils acceptent de coopérer avec nous, jusqu'à ce qu'ils deviennent obéissants. Nous sommes donc allés au ministère de la Justice et avons demandé une confirmation par écrit qui stipulait que les 10 techniques que nous voulions utiliser étaient légales. Et nous n'avons pas bougé le petit doigt jusqu'à ce que nous l'ayons obtenu. Plus tard, ces techniques utilisées contre les prisonniers d'Al-Qaïda entraîneront d'interminables débats à travers le monde. Des dizaines de commissions, des milliers de pages de rapports et d'articles dans la presse. Pour une grande majorité de personnes, l'interrogatoire renforcé n'est rien de moins que de la torture. À chaque réunion, on se disait « ça va pas plaire, ça finira par savoir ». Mais nous avions une mission à accomplir. Et nous savions qu'il n'y avait pas d'autre option. Sur toutes les personnes briefées sur le programme, et il y en a eu beaucoup, aucune ne nous a dit « oh mon Dieu, arrêtez ça ». En 2002, le gouvernement américain déclare officiellement que la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre ne s'applique pas au conflit avec les terroristes d'Al-Qaïda. Le président approuve le programme. Et le Conseil de sécurité nationale approuve le programme. Les commissions du Congrès sont informées. Tout le monde était d'accord. Ce programme d'interrogatoire renforcé n'était pas seulement le programme de la CIA, c'était le programme de l'Amérique. Encore aujourd'hui, le débat fait rage. Une commission du Sénat américain a statué que les techniques d'interrogatoire renforcées ont violé les lois des États-Unis, n'ont permis d'obtenir aucun renseignement valable et ont même probablement conduit à l'exploitation de fausses révélations. Du côté des officiers de la CIA, la plupart défendent leur programme et militent pour que toutes les informations qu'il a permis d'obtenir soient déclassifiées. Ils en sont convaincus, ils n'avaient tout simplement pas d'autre choix. Nous étions dans l'arène. Nous étions les seuls responsables de protéger le pays et de sauver des vies américaines. Nous n'avons pas hésité à agir. Nous étions tous conscients des risques qu'on prenait. Je suis convaincu qu'à cette époque, c'était la seule chose à faire, parce que ces gens n'allaient pas parler. On avait besoin de ce programme, et on en avait besoin très vite. Il fallait bien que quelqu'un s'en charge. Après la capture d'Abu Zubaydah, la CIA développe son programme d'interrogatoire. L'agence installe des prisons secrètes dans 6 pays pour interroger les détenus d'Al-Qaïda. Ces sites sont devenus des lieux clés pour la collecte de renseignements.
On amenait les détenus les plus importants, souvent les yeux bandés, en avion sur de très longues distances. Ils pouvaient y être mis sous pression pour les faire craquer et les obliger à révéler des informations. Obtenir des renseignements devient crucial pour empêcher de nouvelles attaques. Les analystes de la CIA créent une nouvelle spécialité appelée les cibleurs. Leur mission, recueillir les informations sur le moindre suspect pouvant appartenir à Al-Qaïda et le traquer à travers le globe. Khalid Sheikh Mohammed, numéro 3 d'Al-Qaïda et cerveau des attentats du 11 septembre, est arrêté en 2003. Abu Faraj al-Libi, son successeur, en 2005. Mais alors que des membres importants d'Al-Qaïda sont éliminés, le leader de l'organisation est toujours en fuite. Oussama Ben Laden semble s'être évanoui dans la nature. Les analystes ont réfléchi et ont dit « Nous pensons qu'il y a 4 vecteurs pour accéder à Ben Laden. Le premier, c'est sa famille. Peut-être qu'un membre de sa famille fera une erreur ou que nous pourrons suivre quelqu'un de sa famille. Le deuxième, ce sont les messagers. Ben Laden comptait sur des personnes pour faire parvenir ses lettres à ses lieutenants. Alors peut-être qu'on pourrait le localiser grâce à un de ses messagers. Le troisième, ce sont les autres leaders d'Al-Qaïda. Peut-être que eux sauront où il est et ne seront pas aussi prudents que lui. Et le quatrième vecteur, ce sont ses vidéos et ses cassettes audio. Peut-être qu'en utilisant notre technologie, nous pourrions identifier un lieu qui nous aiderait à affiner notre recherche. Les analystes de la CIA utilisent un nouveau logiciel d'intelligence artificielle pour passer au crible les renseignements recueillis sur le terrain. Parmi les milliers de noms enregistrés dans les rapports d'interrogatoire, ils extraient le nom d'un individu qui n'a pas encore fait l'objet d'une enquête approfondie et qui pourrait être une cible potentielle pour accéder à Oussama Ben Laden. Son nom de guerre, Abu Ahmed al-Kuwaiti, un membre non identifié d'Al-Qaïda. Nous entendons parler pour la première fois de ce Abu Ahmed al-Kuwaiti en 2002 de la bouche d'un détenu qui était emprisonné dans un pays d'Afrique du Nord. Et ce détenu raconte que Abu Ahmed al-Kuwaiti pourrait être un messager de Ben Laden. Mais c'était un fantôme. Nous ne connaissions pas son vrai nom, nous ne savions pas où il était, nous ne savions rien de lui. Mais nous avons commencé à interroger chaque prisonnier, à la fois ceux que nous détenions et ceux détenus par d'autres pays, au sujet de ce type nommé Abu Ahmed. Et l'un de ces détenus nous dit que non seulement il serait un messager de Ben Laden, mais qu'il pourrait même être le genre de gars qui vivrait avec Ben Laden. Notre intérêt est donc monté d'un cran. Khalid Sheikh Mohammed, cerveau des attentats du 11 septembre, est interrogé à son tour sur le mystérieux Abu Ahmed al-Kuwaiti. Nous avons tous ces détenus qui disent « Oui, nous connaissons Abu Ahmed ». Et Khalid Sheikh Mohammed nous dit « Je n'ai jamais entendu parler de ce type, je le connais pas ». C'était un dur. Tous ces gens ont un ego énorme et il y avait certaines informations qu'ils ne donneraient jamais. Khalid Sheikh Mohammed ne nous dirait rien sur l'endroit où se trouvait Ben Laden. Mais il avait mis un système au point pour communiquer avec les autres prisonniers. Il leur passait des messages en les dissimulant dans des livres. Nous avons découvert leur système et nous avons décidé de les laisser faire pour pouvoir lire leurs messages. Et il leur a dit de surtout ne rien dire à propos d'Al-Kuwaiti. Personne ne parle du messager. À partir de là, notre intérêt pour Abu Ahmed monte en flèche. Plus tard, un autre détenu du nom de Hassan Goul va fournir à ses interrogateurs
de nouvelles informations précieuses sur Al-Kuwaiti. Il nous a révélé qu'Al-Kuwaiti avait été chargé par Ben Laden lui-même de transmettre une lettre à Abu Faraj al-Libi, le nommant comme nouveau chef des opérations. C'est une grosse décision. C'est une décision opérationnelle venant directement d'Oussama Ben Laden. Nous savions que nous tenions quelque chose. Pendant plusieurs années, les analystes de la CIA vont enquêter sur la piste d'Al-Kuwaiti pour tenter de découvrir son vrai nom et l'endroit où il pourrait se cacher. Mais pendant ce temps, la guerre contre le terrorisme fait toujours rage. Et Al-Qaïda est loin d'être vaincu. Les appels au djihad lancés par Oussama Ben Laden conduisent à un attentat suicide à Madrid en 2004. Et à Londres en 2005. Au total, les attentats d'Al-Qaïda ont causé la mort de plus de 5000 personnes à travers le monde. Ces groupes terroristes ont besoin d'avoir des leaders et la force de ces personnages, c'est leur capacité à recruter, à convaincre, leur capacité à rassembler et après à engager des actions. Et Ben Laden était le symbole suprême de la violence islamiste contre nos sociétés. Le 7 juillet 2005, lorsque nous avons été attaqués, ça a été dévastateur et ça nous a traumatisés. Les attentats du 7 juillet nous ont donné une leçon impitoyable. Vous ne pouvez pas considérer le terrorisme comme un problème isolé ou domestique. Vous devez le considérer comme un réseau. Cette période des années 2005, 2006, 2007 était une période de résurgence pour Al-Qaïda. Nous redoutions une nouvelle vague d'attaques. Les analystes travaillaient main dans la main avec les agents sur le terrain qui, eux, collaboraient avec leurs homologues étrangers pour mener des opérations et éliminer les cibles. Les membres d'Al-Qaïda sont pris pour cible les uns après les autres. Et le nombre de morts au sein de l'organisation terroriste atteint des sommets. Mais Oussama Ben Laden, lui, reste introuvable. Nous recevions beaucoup de fausses alertes qui venaient du monde entier. D'un coup, on avait un renseignement qui arrivait. Nous l'avons vu sur un marché à Peshawar. Nous l'avons vu à Karachi. On a un gars qui l'a vu en Afrique. Il faisait des affaires en Afrique. Et toutes ces pistes devaient être éliminées. Oussama Ben Laden avait une sécurité opérationnelle phénoménale et il le savait. En 2009, Barack Obama, nouveau président des États-Unis, nomme Leon Panetta comme nouveau directeur de la CIA. Quand je suis devenu directeur de la CIA, tous les efforts déployés pour essayer de localiser Ben Laden n'avaient mené nulle part. Chaque piste avait dû être abandonnée. Il n'y avait tout simplement aucune preuve réelle de l'endroit où il pourrait se trouver. Certains pensaient même qu'il était mort. Mais les analystes de la CIA, eux, refusent d'abandonner la traque. D'autant plus qu'un nouvel informateur pourrait leur obtenir de précieuses informations. Un mystérieux blogueur utilisant le pseudonyme d'Abu Dujana Al-Khorasani. Il était docteur, mais il avait une autre activité à côté. C'était une sorte d'agitateur sur Internet qui militait pour le djihad. Il est devenu une voix importante au sein de la communauté djihadiste et comptait de nombreux adeptes dans le monde. Il les exhortait à commettre des actes de violence et à attaquer des cibles américaines. Les services de renseignement jordaniens, alliés de la CIA, parviennent à retrouver l'identité de ce djihadiste en ligne. Ouman Khalil al-Balawi. Il est immédiatement arrêté et les espions jordaniens vont faire pression sur lui pour qu'il devienne agent double.
Ils se rendent chez lui, l'arrêtent, l'emmènent dans une cellule et l'interrogent pendant plusieurs jours. Et ce médecin, qui n'avait jamais été arrêté auparavant, accepte assez rapidement de devenir un informateur pour les Jordaniens et par extension pour les Américains. Pendant plusieurs mois, Al-Balawi va fournir des informations sur Al-Qaïda à ses officiers traitants jordaniens qui vont les transmettre à la CIA pour vérification. Il était clair pour les officiers de la CIA que les renseignements fournis par ce nouvel informateur étaient les meilleurs qu'ils avaient vus depuis des années. Cet informateur inconnu est devenu une star. Il a commencé à livrer des informations dont la CIA avait déjà connaissance et qu'elle pouvait vérifier. Face à la quantité de renseignements fournis par Al-Balawi, la CIA est convaincue de la fiabilité de sa nouvelle recrue. Mais ce médecin discret, à l'allure inoffensive, est en réalité en train de monter un piège diabolique dans lequel les agents américains vont plonger tête baissée. C'est Al-Balawi lui-même qui, au cours de l'une de ses rencontres avec son agent traitant jordanien, a proposé de se rendre dans les zones tribales du Pakistan comme médecin volontaire pour peut-être y apprendre des choses. Les zones tribales du Pakistan sont situées au nord-ouest du pays et échappent au contrôle du gouvernement pakistanais. C'est ici que de nombreux membres d'Al-Qaïda ont trouvé refuge. Nous étions constamment en train d'essayer de trouver un moyen pour accéder à ces régions. Et si vous voulez découvrir ce qui se passe dans un endroit comme les régions tribales du Pakistan, vous devez recruter quelqu'un qui a une raison d'y être. Soit parce qu'il y vit, parce qu'il s'y rend pour visiter des membres de sa famille, et il ne vous suffit que d'une seule source. Mais la probabilité que vous trouviez cette source qui a un accès direct à la zone que vous voulez infiltrer est très faible. Pour la CIA, la possibilité d'infiltrer l'un de ses agents dans cette région est restée jusqu'alors impossible. Pour les espions américains, la proposition d'Al-Balawi d'aller y travailler pour y collecter des renseignements est une occasion qu'ils ne peuvent pas laisser passer. Le piège tendu par leur nouvel agent double est en train de lentement se refermer sur eux. Il est évident pour tout le monde que la CIA dispose enfin d'un atout majeur. Et cette traque de Ben Laden, qui n'a conduit jusqu'à présent qu'à de fausses pistes, prend un nouveau tournant. Nous avons enfin un moyen d'infiltrer Al-Qaïda. Un plan est alors conçu pour organiser une rencontre entre Al-Balawi et les Américains. Parce qu'il n'avait encore jamais rencontré quiconque de la CIA. Il devenait donc impératif de le conduire dans un lieu où il pourrait être débriefé et interrogé, pour ensuite lui confier une mission. Parce qu'une fois qu'ils auraient découvert ce dont il était capable, il pourrait alors être utilisé pour quelque chose d'important, voire peut-être les conduire à Ben Laden lui-même. La réunion aura lieu dans les locaux de la CIA, situés à l'intérieur de la base militaire américaine de haute sécurité de Camp Chapman, près de la ville afghane de Khost, à 16 km de la frontière pakistanaise. Le plan est de faire traverser secrètement la frontière à Al-Balawi pour éviter qu'il soit repéré par les membres d'Al-Qaïda. Balawi a dit qu'il était nerveux. Il ne voulait pas être identifié par d'éventuels informateurs locaux. Alors il a fixé les termes de la rencontre. Il ne voulait pas être fouillé et surtout que personne ne l'escorte pour aller rencontrer ses futurs officiers traitants américains. Du point de vue de la CIA, c'était une personne très vulnérable. Ils ont admis que son inquiétude était légitime et qu'il y avait un risque qu'il soit reconnu. Il pourrait très bien y avoir un informateur taliban à l'intérieur de la base qui le verrait et le trahirait. Ce risque était réel. Donc ils étaient prêts à mettre de côté certains protocoles de sécurité, parce que cet informateur était très important, et ils voulaient le protéger à tout prix. Lorsque vous développez une relation avec une source potentielle, vous pesez toujours le risque par rapport au gain. Le risque, bien sûr, est que la source puisse vous mentir. Mais l'urgence d'obtenir des informations, lorsque vous pouvez localiser quelqu'un comme Ben Laden ou son numéro 2, Al-Zawahiri, vous pousse clairement à pencher du côté du gain. Le premier rendez-vous avec Al-Balawi est prévu en fin d'après-midi,
les agents de la CIA, protégés par des officiers paramilitaires, sont rassemblés devant les baraquements de la base et attendent l'arrivée de sa voiture. Comme convenu avec les espions américains, le chef de la sécurité a demandé à son équipe de renoncer au protocole habituel pour ce véhicule inconnu qui entre dans l'enceinte militaire. Il a franchi un premier contrôle, les gardes ont tourné la tête et ne l'ont pas regardé. Il a passé un deuxième contrôle, puis un troisième, et il a pu pénétrer dans l'enceinte réservée à la CIA. À aucun moment il n'a été fouillé, examiné ou interrogé jusqu'à ce qu'il soit en présence des officiers de la CIA qui étaient impatients de le rencontrer. Les officiers se sont rassemblés autour de sa voiture. Quand il est sorti, les agents de sécurité ont remarqué quelque chose de pas normal. Ils lui ont dit de mettre les mains en l'air. Et c'est là qu'il a déclenché sa ceinture d'explosifs. It's believed to be one of the deadliest attacks in the agency's history. The bomber apparently just walked up to them on the base and detonated his suicide vest. How did this bomber get past 3 layers of security? Le médecin discret, simple djihadiste en ligne, était en fait un agent triple, surentraîné, prêt à mourir pour sa cause. Et à lui seul, il a réussi à tromper les espions de la CIA. Ce que vous apprenez dans ce genre d'activité, c'est que les membres des services de renseignement doivent accepter de mettre leur propre vie en jeu. Bien sûr que c'est risqué. Des erreurs ont-elles été commises dans le protocole de sécurité? Probablement. Mais au fond, ils ont eu le courage d'organiser cette rencontre et de prendre les risques qui étaient nécessaires. Chaque famille de ceux qui ont perdu la vie dans l'attentat suicide m'ont dit « S'il vous plaît, continuez la mission pour laquelle se battaient ceux que nous avons perdus. » Ils ont payé de leur vie, mais d'une certaine manière, ils ne sont pas morts pour rien. Leur sacrifice a inspiré les autres pour continuer à se battre pour cette mission. L'attentat suicide du camp Chapman ne doit pas rester impuni. Al-Kuwaiti est le dernier espoir de la CIA de retrouver la trace d'Oussama Ben Laden. Et les analystes se rapprochent enfin de leur cible. Au fil des années, ils ont recueilli des centaines d'informations auprès de détenus et de services de renseignements étrangers sur ce mystérieux messager. Ils savent à présent que Al-Kuwaiti parle le pachtou, un dialecte d'Afghanistan, qu'il a 7 frères, qu'il est de nationalité pakistanaise et que son nom de guerre fait référence au fait que ses parents vivent désormais au Koweït. En croisant ces renseignements avec la gigantesque base de données dont dispose la CIA sur les membres d'Al-Qaïda, ils ont réussi à affiner l'identité d'Abu Ahmed Al-Kuwaiti. Le principal suspect a désormais un nom, Ibrahim Saïd. Ces personnes ont travaillé pendant des années pour remonter cette piste. Relier ces deux noms entre eux sur la base de ce que la CIA savait du messager est un pur chef-d'œuvre. Mais personne ne sait où trouver Ibrahim Saïd. Les membres de sa famille au Koweït sont placés sous surveillance permanente. Leurs téléphones sont sur écoute et leurs conversations avec celui qui est soupçonné d'être Al-Kuwaiti sont enregistrées. Pour les contacter, il utilise plusieurs téléphones qu'il active et désactive immédiatement après avoir passé son appel. La CIA parvient à les géolocaliser dans le nord du Pakistan, à Rawalpindi et à Peshawar. Au cours d'une de ces conversations, il a dit quelque chose comme « Je continue à travailler avec les gens pour lesquels je travaillais avant ».
C'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'Ibrahim Saïd et Al-Kuwaiti étaient bien la même personne. Cette petite phrase prononcée par Ibrahim Saïd pourrait être la première erreur qu'il commet en 9 ans. La CIA envoie une équipe d'agents sous couverture au Pakistan pour localiser celui qui pourrait bien être Al-Kuwaiti, le mystérieux messager de Ben Laden. En plein centre de Peshawar, une ville de près de 2 millions d'habitants, une équipe de surveillance de la CIA est désormais en planque dans un véhicule banalisé, attendant que Ibrahim Saïd allume l'un de ses téléphones portables pour le localiser grâce au signal émis par l'appareil. Il ne suffit pas simplement d'envoyer des gens sur le terrain. Il faut le faire secrètement, parce qu'il ne faut pas se faire repérer. Pendant plusieurs semaines, l'équipe de la CIA attend, patiemment. Ils ne savaient pas exactement à quoi ressemblait Al-Kuwaiti, ni dans quel genre de véhicule il était. Jusqu'au jour où Al-Kuwaiti active son téléphone tout près d'eux. Au moment où le téléphone s'allume, ils essaient de se rapprocher le plus près possible du signal. Il fallait repérer qui était au téléphone à cet endroit-là. « 9 ans après le 11 septembre, la CIA est enfin sur le point d'identifier le seul homme qui pourrait peut-être enfin les conduire, à Oussama Ben Laden. Et finalement, ils identifient un véhicule que la cible utilise. C'est une sorte de Jeep Suzuki blanche. Et Al-Kuwaiti est à l'intérieur. La CIA peut à présent mettre un visage sur son nom. Il confirme qu'Ibrahim Saïd est bien Al-Kuwaiti et le prennent immédiatement en filature. Ils ont suivi le petit 4x4 blanc que conduisait le messager de Peshawar à Abbottabad, près de la capitale du Pakistan. Et le 4x4 est entré à l'intérieur d'une grande maison. Abbottabad est une ville de 2 millions d'habitants. La maison est située dans un quartier résidentiel, à peine 3 km de l'Académie militaire du Pakistan. La CIA place l'endroit sous surveillance. Il était clair que nous avions trouvé quelque chose d'unique avec l'existence de cet endroit. Il impliquait des messagers qui avaient travaillé avec Ben Laden par le passé. Et on voyait bien qu'ils adaptaient chaque jour leur mode de vie en prenant des précautions extrêmes. Ils faisaient près de 150 km juste pour passer un simple coup de fil. Et quand on a commencé à mettre tous ces éléments les uns à côté des autres, je pense qu'à ce moment-là, au fond de moi, j'ai senti que peut-être, pour la première fois en presque 10 ans, nous étions sur le point de trouver Ben Laden. Les murs mesuraient environ 3,60 m et atteignaient 5,50 m de hauteur par endroit. Il y avait un large enclos dégagé sur l'un des côtés. Le complexe avait été conçu avec une allée centrale qui comportait des murs de chaque côté. Donc même si vous vous teniez devant le portail et que vous regardiez à l'intérieur, vous ne pouviez pas voir latéralement l'intérieur des deux cours. Il y avait des balcons dont les murs atteignaient 2,10 m de hauteur, donc si vous regardiez les balcons, vous ne pouviez pas voir qui était derrière, que la personne soit assise ou debout.
Les occupants brûlaient leurs poubelles à l'intérieur de chez eux. Et nous avons découvert ensuite qu'il n'y avait aucun signal électronique détectable à l'intérieur de la maison. La construction de ce complexe avait nécessité beaucoup d'argent. La prochaine étape était évidemment de continuer la surveillance sur cette maison pour déterminer si Ben Laden était vraiment là ou pas. Mais cette découverte était suffisamment importante pour demander une réunion avec le président. Au cours d'une réunion secrète tenue à la Maison-Blanche en août 2010, le président Barack Obama est informé par la CIA de l'existence d'une nouvelle piste qui pourrait conduire à Oussama Ben Laden. Je me souviens que le président nous a donné 2 ordres très clairs à la fin de cette réunion. Le premier, Léon, Michael, découvrez ce qui se passe à l'intérieur de cette maison. Le second, ne parlez de ça à personne. Personne d'autre ne doit être au courant à part nous. Il suffirait d'une fuite, d'une seule, qui révélerait que nous tenons peut-être Ben Laden et il pourrait disparaître. C'est le secret le mieux gardé de mes 33 ans de carrière à la CIA. Pendant des mois, les analystes de la CIA vont tenter de collecter de nouveaux renseignements sur les personnes qui vivent dans la maison. Et à la fin de l'année 2010, la surveillance aérienne révèle un homme non identifié. Il le surnomme le marcheur. Il arrivait dans la cour, tournait en rond peut-être 10 ou 12 fois, puis retournait à l'intérieur de la maison, un peu comme un prisonnier. Bon sang, ça pourrait être Ben Laden. Il ressemblait à un vieux monsieur. Trouvez-moi un moyen de le photographier. Faites de la reconnaissance faciale. Utilisez une caméra, un télescope. Et je me souviens leur avoir dit, mais j'ai vu des films où la CIA arrive à faire ça. Ça nous a tous fait rire. Mais à leur décharge, ils ont vraiment tout essayé pour identifier qui était cette personne. Nous avons essayé de déterminer quelle était sa taille. Et la réponse de l'Agence nationale de renseignement géospatial a été qu'il mesurait entre 1,50 m et 2,15 m. Donc pas vraiment très utile. Malgré les efforts, le marcheur ne sera jamais clairement identifié. Il s'avère que nous apprenons qu'il y a une 3e famille qui vit dans la maison et que cette 3e famille ne quitte jamais le bâtiment. Comment vous apprenez ça? J'ai pas le droit de vous le dire. Nous évaluons que les membres de cette 3e famille correspondent à ce qu'on pourrait imaginer être la famille de Ben Laden à ce moment de sa vie. Le nombre de femmes, l'âge des enfants. Et enfin, nous apprenons qu'Abu Ahmed travaille toujours pour Al-Qaïda. Parce que l'un de nos doutes était peut-être que ce type ne travaille plus pour Al-Qaïda, peut-être que c'est un trafiquant de drogue qui vit dans cette maison, ou un parrain de la mafia locale, et que Abu Ahmed travaille pour lui. Mais on apprend qu'Abu Ahmed travaille toujours pour Al-Qaïda. Et comment vous l'apprenez? J'ai pas le droit de vous le dire. La façon dont la CIA a collecté ces renseignements cruciaux est toujours classifiée. Mais pour les analystes, les renseignements étaient suffisamment concluants. Nous avons obtenu suffisamment d'informations pour renforcer notre confiance et pour faire pencher la balance. Il est très rare dans l'espionnage d'obtenir le renseignement parfait. En fait, ça n'arrive jamais. Que pouvions-nous faire de plus sans risquer d'alerter les gens dans la maison que nous étions en train d'espionner? Combien de temps arriverions-nous à garder le secret? On a commencé à se demander à combien s'élevait le pourcentage de chances que ce soit Ben Laden qui était dans la maison. Certaines personnes se posaient des questions et mettaient en doute la fiabilité de nos renseignements. Mais pour ceux qui étaient au contact de la cible, la situation était très claire.
On a fini par faire une réunion où tout le monde a pu donner son avis. Quand mon tour est venu, j'ai dit « Je suis sûr à 95% que c'est lui. Nous ne pouvons pas laisser Hitler dans son bunker. Il faut intervenir. » Pour moi, les renseignements étaient suffisants pour agir. La CIA décide d'informer le président. On lui a dit, nous pensons que c'est Ben Laden qui vit là. Il nous a demandé, comment feriez-vous pour intervenir? Et là, nous avons réalisé assez rapidement que nous avions besoin de l'aide des militaires. Et le président nous a autorisés à faire entrer l'armée dans l'opération. On m'a demandé d'aider à développer des options opérationnelles avec des experts de la CIA au cas où le président viendrait à nous les demander. Et de faire venir l'amiral William McRaven pour commander l'opération. Un amiral 3 étoiles de la marine américaine et ancien Navy SEAL. Le président et ses conseillers évaluent deux options principales. Une frappe aérienne sur l'enceinte ou un raid des forces spéciales. La frappe aérienne semble être le choix le plus sûr, mais présente des inconvénients majeurs. Le problème avec une frappe aérienne sur la maison, c'était qu'il y aurait d'importants dommages collatéraux. Tous les autres occupants de la maison seraient tués eux aussi, et il y avait environ 22 femmes et enfants qui y vivaient. Et l'ampleur de la frappe causerait également la mort de personnes qui vivaient dans les maisons situées à proximité. Et en plus, vous ne saurez jamais si c'est bien Ben Laden que vous avez tué. Le président Barack Obama décide donc de privilégier l'envoi au Pakistan d'un commando des forces spéciales par hélicoptère. L'unité choisie pour accomplir cette mission est le SEAL Team 6, les forces spéciales d'élite de la marine américaine. L'escadron d'assaut qui a été choisi est l'escadron rouge du SEAL Team 6. Ils sont arrivés à la base et ont réalisé qu'ils n'étaient pas là pour un exercice, mais pour aller traquer Ben Laden. On a commencé l'entraînement immédiatement. Le plan impliquait l'utilisation de deux hélicoptères. Le premier arriverait entre le bâtiment principal et la petite maison où vivait l'un des deux messagers. Un groupe de 12 hommes serait déposé à cet endroit. La moitié irait au rez-de-chaussée de la maison et l'autre moitié irait neutraliser le messager. Le groupe à bord du deuxième hélicoptère serait déposé sur le toit et descendrait dans la maison pour prendre Ben Laden en sandwich. Après 3 semaines d'entraînement, l'amiral McRaven confirme au président américain et au directeur de la CIA que l'équipe d'assaut est prête pour la mission. Les commandos sont envoyés sur la base militaire américaine de Jalalabad, en Afghanistan. À Washington, l'heure de la décision finale a sonné. Mais les enjeux pour les États-Unis sont extrêmement élevés. Conformément à notre Constitution, le président des États-Unis, Barack Obama, était le commandant en chef. C'était donc lui qui décidait si, oui ou non, on allait lancer le raid pour traduire en justice la personne qui était derrière les attentats du 11 septembre. C'est énorme. Vous devez éviter une guerre mondiale. Il y a les autres pays à gérer. Ça pourrait impacter vos alliés. On devait faire traverser la frontière à nos troupes, armées, pour les envoyer dans un pays souverain pour arrêter un terroriste de renommée internationale. Après les 5 mois d'examen des renseignements, il n'y avait vraiment plus d'idées républicaines ou démocrates sur le sujet. Je suis républicain, le président était démocrate. Pour moi, ça n'avait plus d'importance. Nous connaissions le poids de cette décision. Mon rôle était que si quelque chose ne se passait pas comme prévu, je me tiendrais aux côtés du président et je dirais « Je pense que c'était la bonne décision ». Près de 10 ans après les attentats du 11 septembre, seules quelques personnes à Washington savent que la traque d'Oussama Ben Laden
pourrait prendre fin dans les prochaines heures. Le président américain Barack Obama a pris sa décision. Dans la matinée, Tom Donilon, conseiller à la sécurité nationale, a appelé Leon Panetta et lui a dit « Le président a approuvé la mission. Vous avez le feu vert. Les détails sont entre les mains de l'amiral McRaven. » J'ai eu un appel de Leon Panetta et il m'a dit « Vous savez cette chose sur laquelle nous travaillons, ça va arriver ce week-end. Au revoir. » Et c'était tout. Je n'oublierai jamais ce coup de fil. La nuit est tombée sur la base militaire de Jalalabad. Les commandos américains du SEAL Team 6 sont prêts à partir pour cette opération à haut risque, probablement l'une des plus importantes depuis la Seconde Guerre mondiale. La mission était de tuer Ben Laden. Nous n'étions pas censés le capturer vivant. C'était un ordre de Bill McRaven signé par le président des États-Unis. Dans ce genre de cas, le président doit donner son accord. Habituellement, nos missions sont de type tuer ou capturer. Mais cette fois, c'était un assassinat. Mais toute la question était de savoir si nous souhaitions le ramener, lui donner l'occasion d'avoir un procès et révéler comment nous l'avions retrouvé. Ça n'en valait pas la peine et j'étais totalement d'accord avec ça. Alors que la nuit est tombée en Afghanistan, il est 11h30 du matin à Washington. Le président Obama et son conseil de sécurité sont réunis à la Maison-Blanche. À Langley, l'équipe de la CIA surveille l'opération depuis le quartier général de l'agence. Il s'agissait d'une action top secrète. La chaîne de décision allait du président des États-Unis vers Leon Panetta et Bill McRaven. Nous pouvions suivre ce qui se passait. Et nous avions une connexion directe avec Bill McRaven qui nous disait tout ce qui se passait au fur et à mesure. Les hélicoptères du 160e régiment des opérations spéciales quittent la base aérienne de Jalalabad à 22 h. Deux Black Hawk à faible signature radar pour l'escadron d'assaut et deux hélicoptères Chinook pour intervenir au cas où le commando aurait besoin de renfort. Les hélicoptères ont volé vers un premier site où se sont posés les deux appareils de la force d'intervention rapide. À partir de là, les deux hélicoptères d'assaut ont continué leur vol en direction de la cible. Ils avaient 2 minutes juste après avoir franchi les montagnes, au cours desquelles ils pouvaient être repérés par les radars de l'armée pakistanaise. À peine quelques minutes avant que les hélicoptères n'arrivent sur la cible, la CIA intercepte un signal dans la maison. Un téléphone portable qui n'avait jamais été identifié vient d'être activé par l'un des occupants. Nous avons entendu leur communication. Il s'agissait de l'un des deux frères qui appelait l'autre et lui disait « Ils arrivent par les airs ». Et ce sont les derniers mots qui ont été enregistrés. On savait donc qu'ils seraient réveillés et qu'il serait très probable que ça se transforme en fusillade. C'était ma première préoccupation. Mon autre préoccupation était que si un appel avait réveillé Ben Laden, l'armée pakistanaise devait aussi être au courant qu'il se passait quelque chose par là-bas. Le compte à rebours a commencé dès ce moment-là, et on a estimé que le commando disposait de 30 minutes avant que l'armée pakistanaise ne lance son intervention. Les deux hélicoptères atteignent la cible à minuit. Nous pouvions suivre les hélicoptères quand ils sont arrivés au Pakistan. Nous avions une vidéosurveillance au-dessus de la maison quand les appareils sont arrivés sur la cible. Et c'est là qu'on a vu l'un des hélicoptères commencer à vaciller.
Je regardais ces deux hélicoptères arriver comme si l'action se déroulait au ralenti. Le premier, qui était entre les deux bâtiments, était censé s'arrêter. Quand vous déposez un commando, l'hélicoptère s'arrête, vous larguez les cordes et les gars descendent. Mais là, l'hélicoptère ne s'est jamais arrêté. Ce sont les murs de l'enceinte qui ont empêché l'air de se disperser et qui ont fait remonter toute cette poussière à l'intérieur des rotors, et l'appareil a perdu de la puissance. Il a commencé à partir en vrille et à tourner lentement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à se poser violemment à l'intérieur de l'enclos aux animaux. Et je me souviens, à ce moment précis, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde était sous le choc. Et là, vous vous dites, malgré toute l'organisation, tout le travail, tout ce que vous avez fait pour que tout soit parfait, quelque chose de grave était en train d'arriver. Est-ce que ça compromettait la mission? Le pilote parvient à éviter le crash et à atterrir dans l'enclos situé juste à côté du bâtiment principal. L'hélicoptère est complètement détruit, mais personne n'est blessé. J'ai demandé à McRaven, avec qui j'étais en contact radio, qu'est-ce qui se passe, Bill? Et il n'a pas hésité une seule seconde. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, nous continuons la mission. J'ai des hélicoptères de secours qui vont arriver. L'équipe va trouver un moyen de franchir le mur d'enceinte et ils vont terminer la mission. Et j'ai dit, que Dieu vous bénisse. Allons-y. Les gars sont sortis en quelques secondes. Il n'y avait pas le temps de s'inquiéter. Et dès que l'hélicoptère a atterri, les gars ont immédiatement lancé l'assaut. Quand l'hélicoptère s'est écrasé, tout le quartier s'est réveillé. Les habitants ont allumé leurs lumières, les gens sont sortis de chez eux en se demandant ce qui se passait. À partir de ce moment-là, c'était une course contre la montre. Le premier hélicoptère passe au-dessus du mur et se retrouve à l'intérieur de l'enclos aux animaux. Le deuxième pilote a vu très vite que son acolyte avait des problèmes et s'est immédiatement rendu vers son site d'atterrissage d'urgence à l'extérieur du bâtiment. Les hommes sont descendus et ont couru vers la porte qu'ils étaient censés utiliser pour pénétrer à l'intérieur. Mais elle était condamnée. Donc, vous aviez une équipe à l'extérieur et une équipe à l'intérieur. Ceux qui étaient à l'intérieur ont réussi à passer au-dessus du mur qui séparait l'enclos aux animaux des deux maisons. L'équipe qui était à l'extérieur, elle, ne pouvait pas entrer. C'est là que le chef du premier groupe est intervenu. Il est allé vers le portail et a pu le rouvrir. Tout le monde est entré et s'est dirigé vers le rez-de-chaussée de la maison pour accéder au dernier étage. Début d'assaut. L'équipe qui s'est dirigée vers la petite maison où vivait le messager a été prise à partie. Al-Kuwaiti est tué. Maison du messager sécurisée, un mort. L'équipe entre à présent dans la maison principale par le rez-de-chaussée. Au premier étage, il y avait le deuxième messager. Lorsque nous sommes entrés, il a sorti son arme et sa femme s'est interposée. On a ouvert le feu, elle a été tuée. Puis le messager a été tué à son tour. C'est pas ce qui était prévu, mais ce sont des choses qui arrivent. Nous pouvions entendre ce qui se passait. On entendait des coups de feu. Ils entraient dans les pièces, les unes après les autres, et on voyait bien qu'il se passait des choses. C'était évident que l'ennemi résistait. Les gars devaient défoncer les portes et couvrir les angles morts au fur et à mesure, au cas où quelqu'un se serait caché. Une porte en métal bloque la cage d'escalier entre le premier et le deuxième étage, empêchant l'accès aux étages supérieurs. Le fils de Ben Laden est apparu en haut des marches et ils l'ont abattu.
le commando peut sécuriser le deuxième étage. Dans les chambres, il trouve des enfants et 2 femmes qui sont fouillées et placées sous surveillance alors que l'assaut continue. Deuxième étage sécurisé. Les membres du commando s'approchent du 3e étage, l'endroit où Oussama Ben Laden devrait se cacher. Ben Laden est arrivé sur le palier. Ils lui ont tiré dessus, il a été touché. Ils ont monté les marches. Un premier gars est entré pour sécuriser la pièce sans faire feu. Le deuxième gars est entré. Ben Laden était juste devant lui. Il y avait une AK-47 à côté, mais il n'a jamais eu l'intention de s'en saisir. Et le CIL a fait feu à quelques mètres seulement. Maison sécurisée. Au QG de la CIA, l'équipe entend à la radio le commando déclarer le code pour indiquer que Ben Laden a été tué. Et puis McRaven m'a dit, je pense que nous avons un Geronimo. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai dû attendre encore une quinzaine de minutes, sans doute les plus longues de toute ma vie. J'attendais et je demandais, est-ce qu'on a ou est-ce qu'on n'a pas un Geronimo? Et c'est là que McRaven a pris la parole et m'a dit, nous avons un Geronimo. Nous avions eu Ben Laden. Sur le terrain, la course contre la montre continue. Les membres du commando doivent quitter les lieux avant l'arrivée des autorités pakistanaises. Les hélicoptères de la force d'intervention rapide se dirigent vers la maison pour l'exfiltration. Mais d'abord, l'hélicoptère qui s'est écrasé dans l'enclos doit être détruit. Il fallait faire exploser l'hélicoptère car il était équipé d'une toute nouvelle technologie furtive sur le fuselage. Nous ne voulions pas que les Pakistanais la livrent aux Chinois. Les autres membres de l'équipe sont allés récupérer toutes les informations qu'ils pouvaient collecter, des disques durs, des papiers. En même temps, ils ont appelé les hélicoptères pour qu'ils viennent les récupérer. Les 2 appareils ont atterri à l'extérieur de l'enceinte. Les gars sont sortis de la maison, sont montés à bord et ont décollé. Ils sont restés sur place 38 minutes, 8 minutes de plus que prévu. L'armée de l'air pakistanaise arrivera trop tard sur le site pour intercepter les hélicoptères américains. Le commando des SEALs peut rentrer à la base aérienne de Jalalabad sans être inquiété. De retour en Afghanistan, les SEALs sont en sécurité. Maintenant, il faut s'assurer que c'est bien Ben Laden qu'on a tué. Après l'opération, certaines des femmes sur place sont parlées aux membres du commando en désignant l'homme qui avait été abattu comme étant Cheikh Oussama. C'est donc un premier élément. Ensuite, il y avait une ressemblance avec Ben Laden, mais il avait reçu une balle en plein visage. Être touché au visage, c'est pas comme à la télé où il y a juste un petit trou. En fait, il ne reste plus grand-chose du visage, et vous ne pouvez donc pas l'identifier clairement. Mais le président voulait être sûr. Donc la CIA a procédé à de la reconnaissance faciale et à des analyses ADN. Nous avons réussi à confirmer qu'il s'agissait bien de Ben Laden. À ce moment-là, le président s'est senti suffisamment confiant pour l'annoncer à la nation. Ce soir, je rends compte au peuple américain et au monde que les États-Unis ont mené une opération qui a conduit à la mort de Oussama Ben Laden
le chef d'Al-Qaïda et un terroriste responsable du meurtre de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. Honnêtement, plus de 10 ans après, quand on en parle entre nous, je peux encore ressentir tous les hauts et les bas de l'opération. Le stress, les peurs, l'exaltation quand nous avions une nouvelle piste ou quand nous nous sommes dit « Waouh, ils vont le faire ». En août dernier, après des années de travail des services de renseignement, j'ai été informé d'une piste qui nous mènerait à Ben Laden. Une équipe d'Américains a mené l'opération avec un professionnalisme et un courage extraordinaires. Cette nuit-là, à ma façon, j'ai contribué à ça. J'ai fait énormément de choses dans ma carrière, des missions pas comme les autres et importantes, mais rarement ça a été rendu public. N'oubliez pas que nous avons accompli ça non pas grâce à notre richesse ou notre puissance, mais grâce à ce que nous sommes. Une nation, sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. Juste après l'annonce de Barack Obama, devant la Maison-Blanche et partout aux États-Unis, des regroupements spontanés se forment pour célébrer ce moment historique. Tout le monde a partagé ce moment, un peu comme nous l'avions fait après les attentats du 11 septembre. Tout le pays s'est réuni et a eu le sentiment que justice avait enfin été rendue. Ça mettait un point final à ce terrible événement de l'histoire américaine. Pouvoir sortir et entendre les gens crier « USA, USA ». Mon premier sentiment était une immense fierté de ce que les officiers du renseignement et les militaires avaient accompli. Et que nous avions accompli quelque chose de fondamental. Non seulement pour les familles de tous ceux qui avaient perdu la vie le 11 septembre, mais aussi car c'était un message vraiment important à envoyer au reste du monde. Que personne ne peut attaquer notre pays et s'en sortir indemne. Il s'agit probablement de la plus grande réalisation que la CIA ait accomplie dans son histoire. Et je pense qu'à bien des égards, ce n'est pas seulement au pays à qui ça a permis de guérir de ses blessures, mais à la CIA aussi. Les gens de la CIA sont extrêmement résilients. Oui, nous allons pleurer. Oui, nous allons enterrer nos morts et leur rendre hommage. Et puis nous allons terminer le combat. C'est ça le rôle de la CIA. Nous prenons des risques, nous volons des secrets, nous faisons ce que les autres ne peuvent pas faire. Mais je ne suis pas un héros. J'ai fait mon travail et je l'ai fait du mieux que j'ai pu. Les héros sont ceux qui sont morts à Khost. Les héros sont sur le mur de la CIA. Les héros sont morts le 11 septembre. Ce sont eux les héros.